Nous allons ouvrir donc le conseil municipal du mardi 4 avril 2023 à 20h30. Alors, dans la liste des absents excusés, donc, nous avons Nathalie Conil, qui a donné pouvoir à Catherine Neuvial, Chantal Cherprenet-Quintin, qui a donné pouvoir à Brice Gris, Fabrice Lefebvre, qui a donné pouvoir à Xavier Lannelongue, Antoine Piel, qui n'a pas donné de pouvoir, et donc Christophe Miquan, qui nous rejoindra peut-être en cours de conseil, s'il n'a pas zappé, parce qu'on n'a pas de pouvoir. Non. D'accord. Un secrétaire de séance. Xavier Lannelongue, secrétaire de séance. Donc, je vais commencer par l'approbation du compte rendu du dernier conseil municipal. Est-ce que je peux avoir les documents? Voilà. D'accord, c'est ça. Merci. Donc, c'était le conseil municipal du mercredi 29 mars, donc en réunion normale ordinaire. Donc, 20h30, avec à l'ordre du jour donc des délibérations finances et voiries. Donc, 3 délibérations sur des demandes de subvention, une auprès de la CDA La Rochelle dans le cadre du fonds de concours pour le soutien aux manifestations communales 2023, adoptée à l'unanimité. La deuxième, donc, demande de subvention au titre du fonds de concours pour le renforcement de la trame verte des communes, donc également adoptée à l'unanimité. Et la troisième, demande de subvention au titre du fonds vert, donc une nouvelle aide de l'État, dans le cadre du fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires, avec une spécialité, donc renaturalisation des villes et des villages, pour donc la charte paysagère également adoptée à l'unanimité. Ensuite, une dernière délibération voirie pour le nom de la voie pour le projet en cours de construction à la Renaudière sur la parcelle AB 103, donc à côté des commerces actuels. Et je crois, je vérifie tout de suite, mais il me semble qu'elle a également été adoptée à l'unanimité pour le nom de Clos de la Renaudière. Voilà, c'est ça, Clos de la Renaudière. Renaudière, vous savez le sait, tout le monde sait, ça simplifiera donc l'emplacement sur la commune. D'accord? Tu prononces le S? Est-ce que des remarques sur l'ordre du jour de cet ancien conseil? Pas de remarques? Merci. On va faire tourner pour les signatures. Donc, c'est déjà commencé à signer. Alors. Non. Et à la fin. Ah oui. Celle-ci ici. Et puis, donc, je te le passe comme ça. Ouais. Donc, il y a celle-ci. Et après, on a le reste. Je signe au fur et à mesure que passe. Non, ensuite, après, il n'y en a pas d'autres. Là, attendez. Dessous, il n'y en a pas d'autres. C'est juste que je ne mélange pas les feuilles. Voilà. Donc, ça aussi, celle-ci aussi, il y en a combien là? J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Il y en a pour l'affichage. Non, il y en a pour l'affichage. Le compte rendu. Non, c'est pas toi ça. Non. Ah non, pas encore. Pas encore, ça va tourner après. Attendez, ça vient là, si bien, mais c'est qu'il y a tellement de feuilles. Alors, là-dessus, on a... Ok, ici. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Donc, ça ici et ça ici. A priori, le tour a été fait, c'est bon pour les signatures. Bien, je vais donc, nous allons passer donc à la délibération qui concerne donc présentation et vote de l'affectation des résultats 2022 sur le budget 2023. Et je vais passer la parole à notre conseiller pour nous présenter déjà les résultats 2022 et l'affectation 2023. Merci. Alors,
Sur la partie fonctionnement, au niveau de 2022, nous avions des recettes pour la section fonctionnement à 956 555,55. En dépenses de fonctionnement, on avait 786 334,97, ce qui nous donnait un résultat de 170 000 positif, de 170 220,58. Le résultat antérieur de la section de fonctionnement était, lui, à hauteur de 251 014,18, ce qui donne un résultat cumulé à la section de fonctionnement pour 421 234,76. Sur la partie investissement, au niveau des recettes de la section d'investissement, on était à 584 506,94. Au niveau des dépenses d'investissement, on était à 227 593,62, ce qui donne un résultat de 356 913,32. Le solde antérieur de la section d'investissement, lui, était en négatif pour 139 980,38, ce qui donne un solde cumulé de la section d'investissement pour 216 932,94. Les restes à réaliser de 2022. En dépenses engagées reportées, se montait à 9 180 €. Il n'y avait pas de recettes engagées reportées, ce qui donne un solde net de la section d'investissement de 216 932,94 plus, Pas de plus. Et là, on est à 207 752,94. Du coup, au niveau de l'affectation 2022, elle vous est proposée ainsi. Donc 421 234,76 pour l'excédent de fonctionnement reporté en 0,02. Et pour la partie résultat d'investissement reporté en 0,01 à 216 932,94. Est-ce que vous avez des questions spécifiques sur le sujet ou est-ce qu'on peut déjà passer au vote sur l'affectation des résultats? Non? Des votes contre? Des abstentions? Donc, des votes pour. Félicitations. Alors, la délibération suivante concerne le vote des taux d'imposition 2023. C'est Brice qui va vous les présenter. Je voulais simplement rappeler que ça fait maintenant 5 ans que nous n'avons pas du tout augmenté les taux, puisque j'ai vérifié la dernière hausse de taux, c'était 2018, le budget 2018. Donc là, Brice va vous proposer quelques propositions, enfin une proposition spécifique autour des taux d'imposition 2023. Oui. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-29 et suivants, vu le Code général des impôts et notamment l'article 1636b sexies et 1636b septies, vu l'avis favorable des commissions finances en date du 29 mars et du 3 avril 2023, considérant qu'il convient de voter les taux d'impôt à percevoir au titre de l'année 2023, suite aux différentes commissions finances les 29 mars et 3 avril, M. Brice Gris propose une augmentation des taux d'imposition de la taxe foncière sur le bâti et de la taxe d'habitation de 1,5%. Ces taux sont appliqués aux bases d'imposition déterminées par les services fiscaux au titre de l'année 2023, lesquels ont été revalorisés par la loi de finances conformément à l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre les mois de novembre 2021 et 2022. À compter de 2023, les communes et les EPCI votent à nouveau le taux de la taxe d'habitation qui concerne les résidences secondaires, les locaux meublés occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés non retenus à la CFE, les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'État ou des collectivités locales et non exonérés et les logements vacants depuis plus de 2 ans. Pour rappel, depuis 2021, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties cumule les anciennetés communales
et départemental. Ce dernier était égal en Charente-Maritime à 21,50%. Je voudrais juste faire un tout petit commentaire par rapport à ce qui est marqué, la proposition qui a été validée par la commission finance, enfin les deux commissions finances, 29 mars et 3 avril, ont été envoyées quand même pour vérification auprès de la trésorerie principale, qui nous a fait remonter le fait que, OK, 1,5 sur la taxe foncière sur le bâti. Par contre, il faut que ça soit 1,49, un chouïa de moins, sur la taxe d'habitation. Donc, il va y avoir une modification quand même. La taxe d'habitation ne s'appliquant, comme l'a présenté Brice, que sur les résidences secondaires, puisqu'il n'y a plus du tout de taxe d'habitation sur les propriétés principales, les domiciles principaux, etc. Donc, c'est maintenant... la taxe d'habitation, qui était une taxe vraiment séparée, tout est une taxe qui s'appuie sur la taxe foncière, qui est la taxe pivot. Et cette taxe d'habitation génère après une taxe sur les logements vacants qui représente à peu près un tiers de la taxe d'habitation. Donc c'était juste pour qu'on corrige, parce que les deux sont alignés à 1,5. Or, légalement, il y en a une à 1,5, la première, mais la deuxième sera qu'à 1,49. C'est bon. Allez-y, je suis désolée de vous couper, mais c'était important à corriger et que tout le monde le sache, quoi. Et je rappelle que ça n'est valable, l'ATH n'est valable que pour, taxe d'habitation n'est valable que pour les résidences secondaires, enfin pour les autres domiciles, quoi. On a une idée du nombre de Alors, propriétés que ça concerne, alors, faudrait que je regarde exactement. On avait une idée, ouais, ça concerne pas énormément. Ça concerne la commune a à peu près 680 logements officiels sur le nombre. On doit avoir une cinquantaine de résidences secondaires passible de la taxe d'habitation. Et ce qu'on a découvert avec une grande surprise, et heureusement qu'on avait mis une taxe sur les logements vacants, parce qu'on arrive à officiellement plus de 50 logements vacants. C'est les informations qu'ont donné la DGFiP. Or, ça ne doit pas être très juste ou correct ou légal, je ne sais pas bien, mais comme ça se fait sur la foi déclarative, des gens ont déclaré des logements vacants, sûrement pour s'exempter de taxes d'habitation, ou alors entre deux propriétaires. Mais la définition d'un logement vacant, attention là-dessus, il peut y avoir des corrections, mais ça c'est les impôts qui s'en chargeront. Un logement vacant, c'est un logement qui n'a pas du tout de meubles, voire qui n'est pas très habitable, pas forcément en bon état, etc. Or, dans les informations que la DGFiP m'a envoyées il n'y a pas très longtemps, on est à 52 logements vacants officiels sur la commune, et ça, c'est pas possible. Officiellement, j'ai fait faire le tour, on les connaît bien, c'est pas une grosse commune. Du vrai vacant, en pas très bon état, vraiment fermé, vide de meubles, on en a 4-5 à tout casser. Bon, après, il y a peut-être des changements de locataires quand un locataire s'en va, qu'il y a des travaux de rénovation à faire, mais je doute que l'ensemble atteigne ce nombre de plus de 50 vacants. Donc je pense que c'est aussi des faux vacants qui servent en Airbnb. Mais bon, là-dessus, comme ce ne sont pas des propriétés principales et que ça concerne les impôts, bon, nous, on perd un peu de taxes d'habitation sur les vacants, mais comme on a aussi la taxe sur les logements vacants, qui en gros est au niveau rapport communal et à 1/3 pour nous en rapport par rapport à la taxe d'habitation. Mais je ne sais pas, après les contrôles que fait la DGFiP, que fait le Trésor public, il est possible qu'il y ait... En ce moment, il y a une campagne en fait, sur le site impôts.gouv pour lequel on doit mettre à jour les informations sur les logements. Ouais. Je pense que c'est pas anodin. Oui, je pense que la DGFiP se rend compte. Il y aura des contrôles, je pense. Il va y avoir sûrement des contrôles parce qu'il y a tout ce problème du Airbnb.
qui traverse toute l'agglomération, qui fait que, parce qu'en vacant, clairement, en logement vide, inoccupé, en mauvais état, on n'a pas 50 logements sur la commune de Clavette. C'est foncièrement impossible. Même si on admet quelques transitions entre locataires qui fait que pendant un certain temps, le logement loué est vide, ça n'atteint pas 50. Donc, et c'est pas par hasard comme ça que les impôts font cette campagne que Brice a identifiée déjà. Donc on verra comment ça évolue. En gros, en résidence secondaire, on veut dire... Alors, logement, ça peut être une chambre avec une douche, un studette, comme ça peut être vraiment petite maison ou grande maison. Mais je veux dire, on n'atteint pas, sur les 680, on n'a pas plus de... Enfin, on a un grand maximum de 100 résidences secondaires au total, quoi. Et c'est difficile parce que c'est sur la foi du déclaratif directement aux impôts locaux. Et on attend le résultat du recensement. Le recensement saura nous le dire. Et ça, je vous l'enverrai dès que l'INSEE nous enverra le compte-rendu complet du recensement. Mais des fois, entre ce qui est déclaré aux impôts et le recensement, il y a parfois, bizarrement, des écarts gigantesques. Donc, je vous enverrai les documents. Le recensement donnera les chiffres réels. Bon, ce qu'il y a sur le site des impôts ne nous regarde pas directement, on va dire. Non. Enfin, si, quand même, parce que c'est après, il y a une part pour la commune. Ça permet d'actualiser. Mais ça permet d'actualiser, voilà. Excuse-moi, je voulais préciser ça. Merci. Donc, au niveau de la proposition des taux d'imposition 2023, donc nous avons une base d'imposition 2022 pour la taxe foncier bâti pour 1 243 587. Au niveau de la base d'imposition prévue en 2023, on sera à 1 342 000. Ça, c'est l'État. Les bases, c'est pas nous, on en parle. Donc, le taux d'augmentation à 1,5 pour la taxe foncière bâtie nous est proposé à 44,19%, ce qui donnera un produit escompté de 593 030. Sur la taxe sur le foncier non bâti, donc pas de changement au niveau des taux, on reste sur le même taux, sachant que le taux de référence est à 59,61. Oui, il reste à 59. Et il reste à 59,61 pour un produit escompté à 22 771 €. Et au niveau de la taxe d'habitation, du coup, on est sur 13,34 en taxe de taux de référence de 2023. Et du coup, le taux d'augmentation avec 1,49, ça fait 13,53 pour 13 716 €, soit un produit de 629 517 pour 2023, avec les deux allocations compensatrices et coefficients directeurs qui s'appliquent dessus, ce qui fait un total de montant prévisionnel de 649 802. Voilà. Et des questions? Des questions sur... Non. Donc le BP qui va vous être présenté est donc construit sur ces recettes-là, sur ce produit-là, de recettes. Alors, contre. Ah oui. Des votes contre. D'accord. De votes contre. Des abstentions. Donc, et donc les votes pour. Alors, là, c'est les subventions. Voilà. Là, je vais présenter juste la proposition de subvention donc, aux associations. Oui. Je ne prendrai pas part. D'accord, oui. Donc on a deux membres d'association qui ne prendront pas part au vote, donc Jean-Jacques et Delphine. Dans le cadre des subventions aux associations, Chantal n'étant pas là pour présenter donc la liste, elle est repartie sur des bases. Chaque association qui souhaitait donc une subvention à envoyer, comme c'est normal, donc son compte rendu d'assemblée générale, ses documents financiers et sa demande donc
demandes de subventions classiques sont retenues comme l'année précédente, donc l'association des parents d'élèves pour 500 €, le comité des fêtes pour 500 €, ensuite le comité de jumelage franco-allemand pour 150 €, les petits loups pour 150 €. Alors là, on a quatre participations alimentaires, aide sociale et compagnie. Donc, la Banque alimentaire, 150, la Croix-Rouge française, 150, le Secours catholique, 150 et les Restos du Cœur, 150. Ce sont des associations. Au départ, on en avait qu'une, on en a rajouté au moment du Covid parce qu'on sait qu'il y a un problème à ce niveau-là sur le territoire. Donc, on est sur un total général de 1 900 € de subventions accordées sur le BP 2023 aux associations de Clavette ou les 4 extérieures à Clavette, mais alimentaires et sociales. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Pas de remarques. Donc là, on va procéder au vote. Des votes contre, des abstentions, donc les votes pour. Okay, merci. L'unanimité, moins 2 voix, voilà, puisque Jean-Jacques Snouek et donc Delphine Dubournay ne prennent pas parole. Alors là, c'est Catherine Neuvial qui va nous présenter le vote de la subvention au CCAS pour l'année 2023. Donc concernant la section de fonctionnement, nous avions des recettes à 6 500 € correspondent ces 6 500 € à la dotation de la commune plus celle du département. Nous avons eu des dépenses à hauteur de 7 310,46 qui correspondent aux charges à caractère général plus celles du personnel plus autres charges de gestion courante. Notamment, c'était la dernière année où il y avait la cotisation pour le GCSMS. Bon, c'est terminé, c'est fini, puisqu'on est sorti, donc c'était la dernière année où on payait, parce qu'il y avait une année de décalage. Donc, effectivement, nous avions un résultat d'exercice à moins 810,46 €. Mais comme nous avions un excédent sur l'année précédente, de 1634,70, nous avons un résultat cumulé de la section à 824,24. Concernant les dépenses prévues au CCAS pour 2023, nous avons prévu un budget de 3 500 € repas correspondant au repas des aînés. On a prévu 1 000 € d'animation. Très certainement, on sera en dessous de par les devis que l'on a reçus, mais on a préféré prévoir un peu plus au cas où. Concernant la sophrologie, l'année dernière, on avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait une proposition du département concernant des cours de sophrologie et nous avions prévu une enveloppe de 1 500 € et au final, on n'avait que 1 000 €, donc on a ajusté en fait nos cours en fonction du budget que l'on avait. Et cette année, on est revenu vers nous pour nous proposer d'autres ateliers concernant la thématique, c'est sur le sommeil cette année, et une conférence. Alors, il y a tout un document qui a été envoyé pour motiver notre demande. Et nous avons prévu un budget de 2 500 €. Alors, on est bien d'accord que les 2 500 € en fonction de ce que l'on va nous allouer comme subvention, si effectivement on est bien en deçà, on n'ira pas. On va s'ajuster comme l'année dernière au budget qui correspond à l'allocation que l'on nous donne. C'est une dotation. Une dotation du conseil départemental, tout à fait. Ensuite, on a prévu 500 € qui correspond à une formation, mais là je vais laisser le soin à Sylvie de vous parler. En fait, c'est quelque chose de nouveau, c'est une action de prévention de la délinquance. Donc c'est un collectif de 39 associations, mais Sylvie ayant participé à la réunion et moi pas, je pense qu'elle sera plus à même d'apporter des éléments beaucoup plus importants que moi.
Donc Sylvie, si tu veux bien... Oui. Oh, rapidement, il se trouve que le collectif Action Solidaire a prévu, travaille depuis longtemps avec la ville de La Rochelle et l'agglomération, mais dans l'unité urbaine centrale, pour proposer des actions, tout un accompagnement de différents types de personnel. Pour Clavette, ce qui est prévu, c'est qu'enfin, il y ait des actions à l'extérieur de l'unité urbaine centrale de l'agglomération, sur certaines communes de l'agglomération, donc Clavette, pour la formation des agents, du personnel périscolaire, mais du personnel d'accueil également, pour tout ce qui est prévention de la délinquance et violence intrafamiliale. Pourquoi ? Pour pouvoir identifier, alors d'abord si une jeune femme arrive ou en difficulté, etc., savoir comment réagir, quelles coordonnées donner, quelles mesures d'accompagnement peut être rapidement mises en œuvre, etc., mais surtout aussi par rapport aux enfants de l'école en général, ou les enfants de la commune, y compris les adolescents de la commune, qui peuvent être victimes de harcèlement ou de violences intrafamiliales. C'est vraiment des formations light, mais qui permettent d'identifier des signaux de difficultés familiales, de difficultés psychologiques, on commence juste, c'était la réunion. La première réunion, c'était avant-hier. On était 3 à travailler avec cette association qui s'est proposée, qui va s'engager. C'est un travail assez complet. Il y aura une subvention de l'agglo qui portera pas mal de choses. Nous, la prise en charge de 500 € correspond simplement à la formation de notre personnel, après, autour justement de tout ce qui est identification, procédures, mesures à faire, etc. Comment aider, accompagner dans le cadre de prévention de la délinquance et violence intrafamiliale. Voilà. Donc, ça vous sera présenté plus tard en commission dès que ça sera finalisé. On est dans le cadre de 2 compétences de l'agglomération, égalité femmes-hommes et prévention de la délinquance, qui sont portées au niveau de la CDA et qui vont donc sortir un petit peu de l'unité urbaine centrale et qui vont pouvoir être, quand je dis unité urbaine centrale, c'est ville de La Rochelle et proximité, et qui vont aller maintenant un peu en campagne chez nous pour voir ce qui se passe aussi dans les campagnes et voir comment on peut aider un peu plus et accompagner particulièrement les enfants, mais pas que, parce qu'on sait que pour avoir eu des fois en mairie des accueils de femmes en difficulté, que le personnel n'est pas formé, qu'on ne sait pas comment réagir à ça, les bonnes démarches à prendre, parce que c'est lourd de sens, de danger, de responsabilité. Donc il faut savoir bien rapidement leur donner les bonnes indications, et donc c'est pour former du personnel. Voilà. Dernière dépense prévue donc au CCS pour 2023, c'est correspondant à l'URSSAF. Donc le tout, le besoin financier global est de 7 700 €. Donc il se décompose de la façon suivante. Donc l'excédent de 824,24, plus 2 500 € de subvention du département, éventuellement pour les cours de sophrologie, donc on anticipe. Et donc les recettes provisionnées pour Clavette, donc de 4 375,76. Donc je vous demande de bien vouloir délibérer et d'accepter, d'attribuer la somme de 4 375,76 de subvention au CCAS. Est-ce que vous avez des questions sur... Non ? Des votes contre ? Des abstentions ? Des votes pour ? Merci. Bien. Donc, je vais passer la parole à Marie pour nous présenter ensuite un élément très important pour nous, pour l'école de Clavette. Je veux dire, l'autorisation d'emprunt pour une acquisition foncière qui nous permettra peut-être de faire rentrer les enfants de l'école de l'autre côté, par la ruelle de la Garenne, et déconnecter l'entrée de l'école de la 108 et de ses 15 000 véhicules jour. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. C'est un premier pas.
Donc, je vous rappelle que la commission finance du mercredi 29 mars 2023 plusieurs propositions en fait, qui ont été présentées. Donc, le conseil municipal doit bien vouloir délibérer et de décider de contracter un emprunt à hauteur de 320 000 € à la Caisse régionale Charente-Maritime de Sèvres, destiné à l'achat d'un terrain dont les caractéristiques sont les suivantes. Un montant du capital emprunté pour 320 000 €, avec une durée d'amortissement de 180 mois. 15 ans. Donc. En échéance constante, pour un taux d'intérêt à 3,45 fixe, avec une périodicité trimestrielle. Les déblocages des fonds, 10% des fonds doivent être débloqués dans les 6 mois de la signature du contrat et le solde dans les 6 mois suivants, avec des frais de dossier à hauteur de 320 €. Il n'y a pas d'autres commissions. Le conseil du coup de s'engager pendant toute la durée du prêt à faire inscrire à son budget les crédits nécessaires au remboursement des échéances en capital et en intérêt, d'autoriser Madame le maire à signer le contrat de prêt correspondant et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires à la gestion du contrat d'emprunt. Les questions? Est-ce qu'il y a des questions sur Ah ouais, les taux d'intérêt ont augmenté. Hein. Et là, ça passe à 4. C'était de très loin la meilleure proposition, parce que la plupart des autres propositions dépassaient 4. On va négocier. Comment? Mais là, tu pars à la hausse. Oui, mais alors, la difficulté, on peut toujours essayer de renégocier. C'est déjà arrivé dans le passé. Il faut voir. La seule, pour que ça marche, il faut que la banque qui se rémunère sur les taux d'intérêt, donc sur un taux, là, en l'occurrence, de 3,45, trouve des placements financiers qui lui rapportent autant pour accepter de reprendre le prêt ou de le réduire pour nous faire un prêt plus intéressant si ça part à la baisse. Donc c'est toujours le principe de la renégociation des prêts, ça n'est valable que s'il y a encore quelques créneaux de placement valables pour qu'ils se compensent au niveau de leurs pertes et pour qu'ils acceptent de racheter des prêts. Donc Sachant qu'aujourd'hui on est sur des durées très courtes en termes de négociation de prêt. Et en termes de validité du prêt, quoi. Et ça continue à monter, c'est en train de passer les 4% systématiquement maintenant, quoi. Bon, après, ça peut s'améliorer en fin d'année, mais l'école n'attend pas, on va dire. Et donc, de toute façon, maintenant qu'on a l'accord de la famille pour acheter, qu'ils sont prêts à s'engager, qui nous ont même donné les coordonnées de leur notaire et qui sont assez pressés, c'est vraiment un créneau d'opportunité important pour nous et pour la sécurité de tous les enfants, sans parler les galères de stationnement, de circulation. Enfin, je ne vous fais pas de dessin, vous connaissez bien la situation sur Clavette. Voilà. D'autres questions? J'ai vu là, que la première partie du prêt, il faut 6 mois pour les débloquer. Ça se passe comment si on n'est pas dans les 6 mois? Oh, ça se négocie après. On va voir après où on en est. On espère bien que ça se débloquera quand même, quoi. Bon, après, si on a déjà engagé une partie du prêt, là, le reste suit 6 et 7. Après, c'est au cas par cas, en fonction de qu'est-ce que ça implique. On est même... On peut avoir quelques pénalités sur la première partie qu'on a empruntée, mais on peut encore, je crois qu'on peut toujours renoncer à un prêt à un moment ou à un autre tant qu'on n'est pas trop engagé, et puis on peut toujours renégocier avec la banque. Le Crédit Agricole est déjà la banque qui nous a fait le dernier prêt pour la cantine scolaire et pour les billets. Un billet, c'est le caisse d'épargne. Non, billette, c'était la caisse d'épargne, c'était donc la cantine scolaire. Enfin, c'est déjà une banque qui a déjà travaillé à plusieurs reprises avec Clavette. On a d'assez bons rapports, donc il faut espérer qu'on arrive à... Oui, c'est ça. Bah, c'est surtout, ça peut être simplement lié à des retards de notaire. Donc voilà, donc ça ne remet pas en question le prêt, ça peut juste prendre un petit décalage. Mais...
Je ne suis pas trop inquiète là-dessus, on a d'assez bons rapports quand même, quoi. On va soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Les abstentions? Mais voilà. Merci beaucoup. Bien, eh bien, Brice, vous n'avez pas fini de travailler. C'est votre soirée. Bah, c'est le moment. Chacun son tour. La dernière fois, c'était Stéphane avec ses subventions. Oh, Maintenant, oui. c'est vous avec le BP. Là, c'est donc la présentation du budget primitif 2023, à la fois le fonctionnement et l'investissement pour l'année en cours. Donc je vais me concentrer sur les propositions BP 2023, si vous ne m'en voulez pas. On va pas détailler le BP 2022 et le CA 2022. Donc au niveau des recettes de fonctionnement, du coup on vient de voter en fait l'affectation du résultat, donc on va avoir l'excédent de fonctionnement reporté pour 421 234,76 en article 002. Ensuite nous avons des produits, des services de mines et ventes diverses à hauteur de 95 033, les impôts et taxes pour 67 802, les dotations, subventions et participations à hauteur de 81 950 euros, les autres produits de gestion courante pour 6 500 euros, ce qui nous donne un total de gestion des services pour 951 285. Des produits exceptionnels à hauteur de 7 000 euros, des reprises de provisions semi-budgétaires de 100 euros, ce qui fait un total général avant excédent de 958 385 euros. À cela, on ajoute l'excédent de fonctionnement reporté de 421 234,76, ce qui donne un total général de 1 379 619,76. Alors, je rappelle que c'est un BP, c'est-à-dire budget prévisionnel. Hein, moi, je transforme toujours le P en prévisionnel parce que c'est plus clair. Ça n'est pas ce que nous allons dépenser en fonctionnement, clairement, mais ça intègre tous les excédents reportés, etc. Et nous n'avons pas intérêt, enfin, ce serait quand même mauvais signe que la commune de Clavette dépense autant. Pour info, oui, là on est sur les recettes, mais de toute façon ça s'équilibre avec les dépenses obligatoirement. Donc vous allez trouver pour autant de dépenses, mais clairement là-dessus, il faut savoir que l'année dernière on était sur un réel à 826 396,99 €. Donc il y a quand même, en gros, 500 000, ouais. on a 500 000 euros pour l'instant de marge de sécurité. Faut pas ça va être bien attaqué cette année, entre les travaux de l'école, entre toutes les hausses liées à l'augmentation d'électricité, matières premières, cantine, je veux dire, choses, après d'autres frais que nous engageons, et puis surtout tout l'aménagement après à venir au niveau de l'école. Et à l'intérieur de ce budget, il y a quand même aussi des investissements qui vont être faits pour améliorer un petit peu... Comment dire, le fonctionnement. Oui, le fonctionnement sur la partie l'isolation de l'école. Vous le verrez, vous allez le voir aussi, parce que le but, ça va être à terme de changer un petit peu nos habitudes de consommation, de production de chauffage, d'électricité, d'isolation. Enfin, donc c'est travailler vraiment sur l'isolation avec un grand I. Et donc il y a pas mal d'argent qui vont être investis justement pour baisser les hauteurs de plafond, isoler mieux, de la pompe à chaleur, etc. dedans. Bon. Enfin, on a de la marge quand même, ça va. Toujours être prudent. Sur les dépenses de fonctionnement, donc les charges à caractère général sont à hauteur de 385 855 €. Les charges de personnel et frais assimilés sont de 466 881 €. Les atténuations de produits pour 6 040 €. Les autres charges de gestion courante pour 148 490,76 €, ce qui donne un total de gestion des services pour 1 7 266,76 €.
Les charges financières. Donc les charges financières, elles ont augmenté suite à la souscription du prêt pour 21 000 euros. Les charges exceptionnelles pour 2 000 euros. Les dotations provisions semi-budgétaires pour 200 euros. Les dépenses imprévues, on conserve toujours à un certain niveau, pour 76 680. J'ai oublié de dire que les dépenses réelles avant dépenses imprévues étaient de 1 30 466,76. Non, j'ai dû le dire. Après, le total des dépenses réelles incluant les dépenses imprévues est de 1 107 146,76. Donc, vous avez également un virement à la section d'investissement, pour approvisionner bien sûr la partie d'investissement, de 265 167, pardon. Les opérations d'ordre entre section d'investissement et fonctionnement pour 7 306 euros. Ce qui fait qu'on a un total de dépenses de 1 379 619,76, ce que l'on retrouve en recette de fonctionnement. Donc, sur la partie fonctionnement, on est sur l'équilibre. Il y a des questions sur la partie fonctionnement. Ensuite, sur les recettes d'investissement. Donc, on retrouve l'excédent d'investissement reporté pour 216 932,94. La dotation de fonds divers et réserves pour 90 000 euros. Donc, l'emprunt qu'on va souscrire auprès du Crédit Agricole pour 320 000 euros. Ce qui fait un total des recettes réelles pour 410 000 euros. Après, nous avons du coup le virement de la section de fonctionnement pour 265 167, les cessions d'immobilisation à hauteur de 2 000 euros et des opérations d'ordre en section investissement et fonctionnement pour 7 306, ce qui fait un total de 901 405,94. Au niveau des dépenses d'investissement. Alors là, attention. Ça me passionne. Au niveau des opérations d'équipement, donc vous avez tout ce qui est bureau et informatique à hauteur de 5 500 euros. Vous avez l'entretien des voies et trottoirs pour 30 000 euros. Au niveau du cimetière, des équipements divers pour 5 000 euros. La salle des fêtes avec la réfection chauffage et climatisation, c'est ça ? Oui. Pour 3 000 euros. L'aménagement terrain multisport, il n'y en a pas. Le matériel technique pour 51 500 euros. Donc, matériel technique, hein, on avait fait une commission dessus. Et c'était la tondeuse, hein, sachant qu'on essaiera de ne pas être sur ce prix-là. Voilà. Le bâtiment scolaire à hauteur de 50 000 euros. Mais c'est les prix. Hein. C'est les prix, malheureusement. Le mobilier aménagement école Pierre Perret pour 3 200 euros. L'achat de terrain et les réserves foncières pour 25 000 euros. Ensuite, je descends. L'achat de mobilier urbain pour 3 000 euros. La Renaudière, donc, qui est toujours en report, que l'on retrouve toujours pour 46 586,51. Le plan défense incendie pour 15 000 euros. Au niveau de la Security Village, donc ça c'est encore les ralentisseurs, plateau ralentisseur. Non. Vidéosurveillance, celle-là. Vidéoprotection. Vidéoprotection. Pour 25 000 euros. Un Cathy. Donc Croixfort, sur l'aménagement de Croixfort, on a provisionné un montant à hauteur de 150 000 euros. Il y a peu de chances qu'on le dépense immédiatement, mais on attend les nouveaux plans de la DID sur l'aménagement complet de Croixfort. Il y a quand même plus de 550 mètres. Il y a une demande d'étude aussi au niveau des effacements de réseau. Voilà. Mais ça veut dire aussi tout ce qui est éclairage public, tout ce qui est fibre optique, tout ce qui est télécom en général derrière. Hein. Et puis il y a
Beaucoup de voiries, il y a beaucoup de voiries à prévoir, des plateaux ralentisseurs, il y a l'aménagement de trottoirs, etc., voies cyclables, piétonnes et tout. C'est vraiment la création de Croixfort. Donc, elle ne va pas tomber cette année, les 150 000 euros ont peu de chance d'être dépensés immédiatement, mais on provisionne avec un peu d'avance parce qu'on sait qu'on va commencer à avoir à financer à la fin de l'année, là, de cette année. Donc, dans le doute, on a provisionné en attendant de voir les factures définitives. Ensuite, nous avons des plantations à hauteur de 25 000 euros, mais on a fait sur le dernier conseil Plein de demandes de subventions, Oui. de recherche de subventions. Et du coup, l'aménagement de l'école, donc l'acquisition du terrain pour 320 000 euros. Ensuite, on a une ligne de transfert de charges en GPU pour 7 306 euros. GPU, c'est je sais pas si vous vous en souvenez, c'est tout le raccordement au réseau pluvial interne de la commune, Au pluvial. eau pluviale Ouais. urbaine. Voilà. Donc, ce qui fait un total de dépenses d'investissement de 765 092,51. Ensuite, au niveau des opérations financières, donc là forcément on est sur le remboursement du capital en plus déjà des emprunts déjà souscrits à hauteur de 136 313,43, ce qui fait un total de 901 405,94. Donc pareil, on est sur un budget équilibré entre recettes et dépenses d'investissement. Donc, Ça, on aurait pu faire l'impasse de ces présentations-là, comme ça. il se présente ainsi, en fait. Voilà, Ouais, oui. c'est l'équilibre budgétaire qui vous est présenté. C'est un récapitulatif de ce qui vous a été présenté. Ouais. Ont été soumis. Voilà. Donc vous avez en fonctionnement dépenses et recettes 1 379 619,76 en fonctionnement, et vous avez en investissement 901 405,94 € en investissement. C'est un beau budget cette année. Pour une commune comme Clavette, c'est un beau budget. Bon, j'espère qu'on pourra continuer comme ça, qu'on ne dépensera pas tout en même temps, quoi, comme d'habitude. On va rechercher des subventions, sachant que sur ce budget-là, il y a très peu de projets en fait qui sont en recherche de subventions, donc on cherche à les maximiser sur celle-là. Par exemple, les 320 000 €, tout ce qui contribue à l'acquisition foncière, les terrains pour l'école, il n'y a pas de subvention. Il y a beaucoup de subventions après pour aménager, construire, développer, mais pas pour le foncier. Bon, après, c'est de l'enrichissement au niveau de la commune aussi. Puis après, c'est des dépenses de fonctionnement. Voilà, puis après, derrière, il y aura des dépenses de fonctionnement, c'est sûr. Il y aura de la voirie, il y aura des choses comme ça à faire, mais bon. En même temps, c'est de l'opération patrimoniale. On enrichit la commune de Clavette à cette hauteur-là. C'est un investissement, c'est jamais de l'argent perdu, quoi. Savoir dépenser pour pouvoir. Il faut savoir investir pour pouvoir fonctionner. Ouais. Pour pouvoir enrichir la commune. Je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? Bon, bah, Merci. merci beaucoup. Donc, il est 21h23. Je déclare la séance